Bonjour à tous. Ce début de mois de mai nous renvoie par tradition au travail, au bilan, questionnements et perspectives des travailleurs. Et puis, cela fait environ 2 ans que l'atmosphère du travail a connu ici au Bénin une profonde mutation avec notamment ce qu'on aura appelé l'encadrement des droits de grève. Que devient alors le syndicalisme dans ce pays? On va faire le débat avec 3 acteurs de ce monde-là. Apollinaire Aféoué, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Alexandre, vous êtes en face de Alexandre Adina, président de la Commission nationale des jeunes au niveau de la COSI Bénin. Alexandre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci également d'accepter participer à ce débat-là. Et puis, nous avons Théophile Dossou, il est le secrétaire général de l'unité CNHU. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le débat, nous allons le démarrer par cette question. Coronavirus, 1er mai, à votre niveau, au niveau de la COSI Bénin, comment avez-vous, on va dire, célébré cette date-là qui est quand même de tradition et un attachement pour les syndicalistes? Merci, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur ce plateau pour apprécier la fête du 1er mai et l'état actuel du mouvement syndical au Bénin. Je dois dire que au niveau de la COSI Bénin, bon, pas seulement la COSI Bénin, puisque il y a 6 confédérations qui sont dans une unité d'action syndicale. Donc le secrétaire général de l'UNSTB est là. Donc ensemble, c'est-à-dire la COSI Bénin, l'UNSTB, la CSA Bénin, et la CSUB, la CSPIP et la CETB ont ensemble présenté leur cahier de doléances au gouvernement. C'est vrai, il n'y a pas eu cette cérémonie ordinaire à laquelle on a l'habitude d'assister. Donc, c'est un courrier qui a été déposé au niveau du ministère de la fonction publique. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé, compte tenu de la pandémie du coronavirus. Et les autres organisations syndicales aussi ont essayé d'adresser leur message aux travailleurs de notre pays. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous avons célébré le 1er mai, parce que, comme vous le savez très bien, il n'est pas possible de se regrouper pour réfléchir sur un thème, parce que on ne doit pas être à plus de 10. Et ça fait partie des mesures qui ont été prises dans le cadre de la prévention du coronavirus. On va revenir sur on va dire le contenu de ces messages-là et pourquoi pas même de cahier de doléances envoyés au gouvernement. On va y revenir, mais demander d'abord au niveau déconcentré, parce que là on était à l'échelon confédéral. Au niveau déconcentré, comment est-ce que le 1er mai au niveau de CNHU ça a été vécu, monsieur Dossou? Merci, monsieur le journaliste. Au fait, le CNHU ne peut pas faire la particularité. Nous sommes aussi des travailleurs qui sont affiliés d'une manière ou d'une autre aux centrales syndicales. Mon syndicat ne l'est pas aujourd'hui parce que nous avions opté pour une liberté entre griffes. Mais nous connaissons tout le travail que les centrales abattent au plan national et de façon ardue tous les jours. Bon, le contexte de cette fête, c'est une fête dans le confinement, c'est une fête à la maison. C'est une fête sans grand regroupement. Sinon, aujourd'hui, dans la journée, dans la matinée, les travailleurs du CNHU se réunissent toujours dans notre salle de conférence pour s'échanger par rapport à tout ce que nous avons vécu dans l'année. Parce que pour les travailleurs, le 1er mai, c'est comme le 1er janvier. C'est-à-dire c'est l'an 1 de faire le point. Bon, on n'a pas pu le faire cette année, parce que le contexte est connu de tout le monde. Et les cahiers de doléances ne partiront pas aujourd'hui, parce que c'est un jour férié, mais dès lundi, l'employeur trouvera les doléances pour l'année à venir. Là encore, on reviendra sur le contenu. Au niveau de l'UNSTB, on va dire l'ambiance, est-ce qu'il y a eu de la créativité pour que l'on ne perde pas la saveur de ce jour auquel les travailleurs sont quand même attachés? Merci, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur
cette journée commémorative de la fête du travail. Merci également à vos téléspectateurs qui nous suivent. Comme on l'a dit tout à l'heure, le camarade Adjina, le 1er mai de cette année est intervenu dans un contexte spécial marqué par la pandémie du coronavirus, ce qui a induit un certain nombre de restrictions qui ont empêché la mise en œuvre des activités traditionnelles des syndicats sur un 1er mai. Mais pour autant, nous n'avons pas baissé les bras. Et comme il a dit, au niveau des 6 centrales et confédérations syndicales qui évoluent en unité d'action, nous avons rédigé le cahier de doléances qui a été transmis au ministre du Travail et de la Fonction publique le 30 avril dernier. Et en dehors de ça, le 1er, chaque confédération s'est organisée comme elle le pouvait pour quand même marquer ce 1er mai là. Au niveau de l'UNSTB, nous ne pouvons pas nous réunir pour les raisons que je viens d'évoquer. Cependant, nous avons voulu marquer ce 1er mai en nous mettant dans le contexte actuel, celui donc de la pandémie du coronavirus, en sensibilisant via les médias nos militants sur les comportements adoptés et également en venant en aide à nos militants à travers certains équipements de protection contre le coronavirus. Alors, je reste avec vous pour demander déjà au niveau de ce cahier de doléances envoyé le 30 si vous voulez, à l'État, au ministre de la fonction publique, il y a quand même sans doute une part de votre centrale. C'était quoi cette part-là? Qu'est-ce qui tient aujourd'hui à votre centrale? Mais le cahier de doléances qui a été adressé au ministre du Travail et de la fonction publique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de synthèse des revendications au niveau des 6 centrales et confédérations syndicales. Je veux savoir en quoi vous avez influencé cet ensemble. Je vais vous répondre, monsieur le journaliste. Vous savez, pour le cahier de doléances et pour tenir compte de notre paysage, et ce sont les points transversaux que nous essayons d'inscrire sur ces cahiers de doléances. Et nous sommes tous aujourd'hui d'accord que le dialogue social est en panne dans notre pays. Donc c'est une préoccupation majeure pour l'UNSTB, mais c'est une préoccupation majeure également pour toutes les centrales et confédérations syndicales. Donc je ne vous dirai pas que tel point provient de telle centrale, tel autre point provient de telle centrale. Nous avons discuté de l'ensemble des 10 points, 10 ou 11 points figurant dans le cahier de doléances ensemble, et c'est ensemble que nous avons arrêté ces points-là. Alors, ceci dit, il a relevé spécifiquement le cas du dialogue social, si vous voulez, mais est-ce qu'il y a autre chose que les téléspectateurs peuvent savoir de ces points-là que vous avez, on va dire, qui constituent l'ensemble du cahier de doléances? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il est important d'insister sur la préoccupation abordée par le camarade secrétaire général de l'UNSTB en ce qui concerne le dialogue social. Vous savez, qu'il y ait crise ou non, il faut que le dialogue soit permanent, parce que le rôle du dialogue social... de la crise sanitaire. Non, bon, pas forcément de la crise sanitaire. Le rôle du dialogue social, c'est d'anticiper sur les crises. Et s'il y a crise, de faire en sorte que les solutions aux problèmes qui se posent soient trouvées. Mais nous constatons malheureusement que le dialogue social est en panne, comme l'a dit le SG de l'UNSTB. Et ce qui gêne, c'est que le régime de la rupture a promis faire du dialogue social un élément majeur pouvant permettre de régler les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Le régime a promis rendre le dialogue social plus productif.
mais on constate malheureusement que le dialogue est en panne. Et pour rappel, et dans ce contexte du coronavirus, mais bien avant cela, les secrétaires généraux qui évoluent en unité d'action syndicale ont adressé une correspondance au gouvernement pour demander la convocation de la commission de négociation gouvernement central. Mais il y a une date qui a été fixée et compte tenu de la pandémie du coronavirus, cette séance a été reportée sine die. Elle se voit. C'est pour dire qu'il a fallu que les secrétaires généraux réclament d'abord. Donc le dialogue social est véritablement en panne et cela ne permet pas de discuter, d'échanger, de poser les problèmes, d'y apporter les solutions nécessaires pour que les travailleurs se sentent mieux. C'est vrai qu'on va revenir sur les mécanismes d'inter-échange entre partenaires sociaux et le gouvernement. On va y revenir de long en large, mais déjà demander à M. Dossou, on va dire, la quintessence de ce document que le patron verra demain, je veux dire l'État, je veux dire le ministre de la fonction publique verra sans doute à partir de lundi. C'est quoi la quintessence que vous pouvez révéler aux téléspectateurs? Ok, merci. Non, je ne vais pas tout révéler, je vais juste donner les grandes idées. D'abord, je soutiens mes amis des centrales. Par rapport au dialogue? Par rapport au dialogue. Et dans une famille, celui qui réclame le dialogue, c'est quand même pas un enfant récalcitrant, parce que c'est dans le dialogue que la vérité se dit. Bon, au fait, moi, je ne vais pas déplorer ce dialogue jusqu'à ce point, parce que dans l'encadrement de la grève dont vous avez parlé tout à l'heure, les vrais orphelins, c'est nous, c'est le secteur de la santé. On nous l'a carrément arraché. Bon, nous étions inconsolables, mais on a fini par prendre le pli. Et nous avons profité aussi pour faire un peu de pression sur le ministre de tutelle, qui est notre ministre de la Santé, qui, à mon avis, il ne faut pas mentir, a fait un effort jusqu'à aujourd'hui pour chaque fois nous appeler, nous interpeller, nous écouter pour certains problèmes. Bon, ça ne résout pas les problèmes, mais nous pensons que lorsque le ministre en charge d'un secteur, par moment, appelle les représentants des travailleurs pour les écouter, il y a toujours espoir. Bon, l'espoir, nous l'avons toujours, mais satisfaction, nous ne l'avons pas toujours à temps réel. Donc, mais par rapport à ce que nous allons déposer demain, et lundi plutôt, à l'employeur, il y aura une grande partie qui va intéresser la situation actuelle. Nous étions perdants dans l'encadrement de la grève, mais aujourd'hui, nous sommes les plus exposés dans l'avènement malheureux qui est aujourd'hui mondial du coronavirus Covid-19. Donc, nous ne sommes pas paniqués parce que nous sommes comme des soldats au front. Et lorsque nous prêtions serment, on sait qu'à des moments donnés, en voulant soigner les autres, nous pouvions prendre des risques. Personne n'a jamais souhaité prendre les risques. Donc, dans ce cahier de doléances, cette fois-ci, nous allons beaucoup peser dans des doléances à demander à l'employeur et au ministre de tutelle de vouloir nous assister dans les matériaux de protection, dans l'assistance, en cas de qu'est-ce qu'il faut espérer, tout ça là. Donc, de façon globale, c'est ce sur quoi nous allons surtout insister dans ce cas de cahier de doléances. Ces cahiers de doléances, ces points que vous soulevez chacun de son côté, sans doute avec certaines particularités d'une centrale à une autre, d'un syndicat à un autre, quand même posent le problème, on va dire, des combats actuels du syndicalisme. Au niveau de l'UNSTB, c'est quoi en réalité ce qui tient réellement au groupe, à la centrale, en dehors bien évidemment du dialogue social? Je rappelle qu'on va y revenir parce qu'il faudra qu'on sache les mécanismes d'échange aujourd'hui, les marges qui vous restent aujourd'hui pour négocier avec, on va dire, l'employeur. C'est quoi les combats actuels de l'UNSTB? Merci monsieur le journaliste. En termes de combat à l'UNSTB, je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons à ce que le mouvement syndical retrouve ses lettres de noblesse. Vous évoquiez il y a un instant le malaise ou en tout cas les constats qui ont été faits depuis 2 ans où le droit de grève a été encadré. On constate au niveau de certains travailleurs certains découragements, certains désespoirs qu'il faut travailler, n'est-ce pas, à raviver. Il faut raviver l'espoir, il faut raviver la volonté de se battre. C'est d'abord ça aujourd'hui
le premier combat que nous devons mener à l'interne. En dehors de ce combat, il y a le combat de l'unité d'action. Vous savez, il est démontré que lorsque vous êtes divisé, vous êtes faible, vous êtes exposé. Mais lorsque vous êtes ensemble, vous êtes fort. L'un des talons d'Achille du mouvement syndical aujourd'hui au Bénin, c'est l'émiettement des forces. Il faut d'abord travailler à ramener, aussi bien au niveau des confédérations que au niveau de l'interconfédéral également, l'unité, la cohésion, et je pense que c'est avec cette cohésion qu'on va évoluer. Ce combat-là, comment vous le menez? Ce combat d'unification, comment est-ce que vous le menez? Ce combat d'unification se mène à travers le dialogue, à travers les échanges, pour amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel, en tout cas, syndicat ou confédération, que ce soit à la base ou au sommet, qui puisse dire qu'à elle seule, je parle des confédérations, à elle seule peut infléchir, d'accord, le partenaire qu'est le gouvernement ou le patronat. Donc nous avons besoin d'abord à l'interne de nous mettre ensemble, d'unir nos forces avant d'aller affronter ce partenaire-là, cet adversaire, si je peux parler ainsi. Ça promet ce combat-là? Très prometteur. Alors, à votre niveau, on va dire, ce combat ou cette question qui tient à cœur à la fois responsable et membre de votre syndicat. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que l'unité d'action syndicale revêt une importance capitale. Vous vous battez pour... Oui, nous nous battons pour... si je dois vous donner un exemple d'unité d'action syndicale, c'est ce creuset-là qui regroupe les comités et commissions de jeunes des confédérations et centrales syndicales que nous appelons l'intersyndicale des comités de jeunes des confédérations et centrales syndicales, que j'ai l'honneur de présider, parce que au niveau de chaque confédération, il y a les commissions et comités de jeunes. Donc, cela regroupe les comités de jeunes des 6 confédérations pour le moment, des 6 qui évoluent en unité d'action syndicale. Et nous menons beaucoup d'actions et nos actions vont dans le sens de lobbying et plaidoyer en direction, et non seulement du gouvernement, mais aussi du patronat, pour que les jeunes diplômés sans emploi puissent être recrutés et que l'on organise également à leur intention des formations pouvant leur permettre d'aller à l'auto-emploi. Bon, je ne suis pas en train de dévoiler un secret, mais bientôt à la bout du travail, et c'est un fruit de cette unité d'action-là qui a abouti à la création de l'intersyndicale. Nous allons, sous la bannière de nos confédérations et centrales syndicales, inaugurer un centre qui permet aux jeunes de venir s'enquérir de certaines informations liées au travail ou à l'emploi, et de recevoir des formations ou bien des échanges qui vont leur permettre de s'orienter en ce qui concerne les attitudes ou les aptitudes à avoir pour rechercher et obtenir le travail. Donc, il y a de l'innovation, et je crois que c'est ça aussi le rôle d'une organisation syndicale. Donc, je crois que l'unité d'action syndicale est en marche. Tout n'est pas encore rose. Nous nous efforçons parce que, comme l'a dit le SG de l'UNSTB, aucune confédération centrale syndicale seule ne peut engager des actions pour faire fléchir le gouvernement ou bien le patronat. On a besoin d'être ensemble. Si nous en sommes arrivés à cette situation, c'est à cause de notre division. Parce que moi, j'ai pu observer, et dans le mouvement syndical, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, mais les combats qu'on a eu à mener, c'est quand on était ensemble qu'on a pu les gagner. Mais toutes les années où la division a gagné nos rangs, nous avons perdu tous les combats. Donc, nous devons, chaque leader syndical doit pouvoir comprendre cela. Parce que ce qu'il faut, c'est de taire les guerres de leadership. Parce que si nous travaillons à nous faire valoir, à nous faire connaître,
alors que les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes des travailleurs ne sont pas réglés, ce n'est pas utile. On peut organiser les élections professionnelles ou sociales et X ou Y confédération va occuper la première place, mais quel que soit l'effectif, quel que soit le pourcentage que cette confédération aura obtenu, elle ne pourra pas seule engager un combat et la gagner. Ça doit être clair pour tout le monde. Et par rapport à ça, nous devons aller davantage vers l'unité d'action. Et là, il faut des concessions de part et d'autre. Cela est important parce que lorsque vous acceptez de rester ensemble, vous devez accepter un certain nombre de sacrifices, pas des compromissions, mais il faut que chacun se dise, bon, si je tiens à tout ce que je souhaite, l'unité ne peut pas devenir une réalité. C'est important. J'avais envie de vous relancer, mais ça ferait trop long comme prise de parole pour vous, mais je pense qu'on va y revenir et je pose la question un peu de façon voilée à M. Théophile. Finalement, quand vous, au niveau de l'unité CNHU, quand vous faites le point, l'enjeu, c'est envers vous-même, votre organisation, ou bien le plus gros enjeu, c'est entre vos échanges, vous et l'employeur? Non, bon, en fait, c'est pas un seul syndicat qu'il y a au CNHU. Et ça rejoint un peu ce que... Là encore, vous avez un problème d'unité d'action. Voilà, parce que, comme il a dit, le virus qui nous tue, c'est pas coronavirus. C'est ce qui nous tue dans le syndicalisme aujourd'hui, c'est les ambitions de certaines personnes. Donc, en fait, c'est le leadership. Et tant que nous n'allons pas faire des concessions, et faire des sacrifices, comme il a dit, on ne pourra pas résoudre ce problème. Parce qu'il ne servira à rien qu'au moment, dans le même corps, vous défendez la même cause, que tout le monde reconnaît être juste et que les propositions, les voix soient divergentes. Donc c'est très important tant qu'on ne va pas résoudre ça. Et moi, depuis un moment, je commence par dire, dans une maison comme le CNHU par exemple, il ne peut pas avoir plus d'un syndicat. Donc l'idéal, regardez la grande France là, combien de centrales il y a. Mais pourquoi alors, M. Dossou, vous ne faites pas taire votre voix au profit de l'une de l'autre voix? C'est pas sur un plateau de télévision que ça se dit. Mais parfois, nous gardons le silence pour que la parole des autres passe. Sinon, à un moment donné, ça va craquer. Au fait, je les rejoins dans ce qu'ils disent. L'unité syndicale aujourd'hui, il le faut. Mais ça ne veut pas dire qu'une centrale va vendre son nom au profit de l'autre. Mais dans les actions, on doit se sentir être concerné et être ensemble pour un combat donné. Et l'exemple que je donne, lorsque juste à l'arrivée du pouvoir actuel, vous avez compris qu'il y a eu des réformes dans le secteur, dans notre secteur très sensible, c'est ce que nous avions souhaité depuis. Les hôpitaux sont mal gérés, on n'a pas le matériel, tout ça là. Le président de la République, en tout cas, le gouvernement a compris. Quand il a voulu faire ces réformes, il a voulu sortir un document. Mais si on était un ou deux syndicats à combattre ça, ça n'allait pas marcher. Mais le chef de l'État a fini par nous entendre et nous comprendre parce qu'il a compris qu'il y avait une synergie dans ce combat et il était obligé de nous appeler, de nous écouter et ce n'est pas qu'il nous a donné totalement raison pour tout ce que nous demandions, mais il avait divisé quand même la poire en deux et on a compris quand même. Mais ça aurait quand même pu être simple s'il n'y a pas assez d'organisation. Ça c'est ce que je suis en train de dire. Si il y avait pas, parce que c'est très difficile de coordonner 10 syndicats à la fois lorsqu'une bataille s'annonce et quand vous étiez moindre, le contrôle, le management est plus simple. Donc, ce qu'ils disent, c'est parfait. Et on l'a observé dans les centrales. Moi, j'étais affilié à une centrale avant. Mais aujourd'hui, je conçois que la tension baisse à la Bourse du Travail. Ça, il ne faut pas qu'on se les cache. Parce que les jeunes ont fini par commencer par prendre les rênes des centrales. Et le leadership dont nous parlons n'est plus tellement vivace pour déchiqueter, déchirer, diviser les gens. C'est vrai que ce n'est pas encore ce que nous voulons. Mais à cette allure, c'est sûr que dans 10 ans, on va comprendre que lorsqu'on est 5-6 et qu'on défend la même cause, on doit pouvoir s'entendre pour que l'autorité qui est en face nous écoute. Je crois qu'il y a un changement. Monsieur Adjina, je reviens à vous pour poser cette question. Est-ce que finalement, le plus dur pour les syndicats aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes internes, finalement? Bon, au fait, le plus dur, ce ne sont pas les problèmes internes, mais c'est aussi et surtout la législation sociale qui défavorise les travailleurs.
Lorsque je parle de la législation sociale, vous n'êtes pas sûr, vous avez parlé de 2 ans, l'état des lieux dans le monde syndical et depuis 2 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous faites référence aux différentes lois qui ont été votées. Et parlant de loi, nous avons la loi sur l'embauche, qui régit le secteur privé, et la loi portant statut général de la fonction publique qui régit le secteur public, et il y a également la loi qui encadre la grève. Bon, nous avons estimé que le gouvernement n'avait pas besoin d'encadrer de façon aussi rigide la grève, parce que le camarade Théophile Dossou l'a dit tantôt, on a arraché le droit de grève aux agents de santé. Mais notre pays a ratifié des conventions. Lorsque je prends la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par, c'est la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Notre pays l'a ratifié le 12 décembre 1960. Lorsque je prends la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, cette convention a été ratifiée par notre pays le 16 mai 1968. Donc, au vu de ces différentes conventions, on ne saurait arracher le droit de grève à une catégorie de travailleurs. Mais en dehors de ces conventions, il y a également la constitution de notre pays. Est-ce que vous voyez? Donc, le gouvernement est passé d'une extrémité à une autre en arrachant le droit de grève à une catégorie de travailleurs. Et pour ceux qui restent, on a seulement 10 jours. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un contexte difficile qui empêche, parce que, vous voyez, lorsqu'on ne permet pas à un mécontent de manifester son mécontentement, et dans le même temps, on ne prend pas les dispositions, parce que nous avons tous reconnu que le dialogue social est en panne. Vous tapez un enfant et vous l'empêchez de pleurer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une situation vraiment difficile, et ce n'est pas forcément cette façon de faire les choses qui va permettre aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que lorsque vous n'êtes pas à l'aise, lorsque vous avez des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, lorsque vous avez le moral dans les chaussettes, comme on a l'habitude de dire, mais il ne vous est pas possible de mouiller le maillot et de donner le meilleur de vous-même. Donc voilà la situation. C'est vrai que vous ne répondez pas à la question, mais on va y revenir. Je demandais si finalement aussi en tenant compte du contexte actuel, du contexte législatif actuel, le plus dur pour vous, syndicats et centrales syndicales, ce n'est pas finalement l'organisation à l'interne. Je dirais on ne va plus réécrire, on va dire les tests qui régissent le domaine. Depuis 2 ans, c'est fait. Au vu de ça, finalement, c'est quoi le plus gros souci? Je pense que je ne suis pas de votre avis par rapport à la législation. Vous savez, une législation est appelée à évoluer. Et lorsque nous faisons un feedback par rapport à ce qui a conduit, n'est-ce pas, au vote de ces lois, notamment la loi sur l'encadrement du droit de grève, vous constaterez avec moi qu'il n'y a pas une étude. Quel diagnostic a été posé et qui a conduit à cet encadrement? Il n'y en a pas eu. Mais tout a commencé en octobre 2017 avec la grève qui a commencé au niveau du secteur de la justice. Par la suite, le secteur de la santé également était entré en grève. Et c'est suite à ça, après 2 rencontres, une rencontre avec les agents de santé, une autre rencontre avec ceux de la justice, que le président de la République a pris des engagements, a fait des promesses, et vers la fin de l'année, on apprend, alors que c'était une autre loi qui était en étude,
qu'il y a une proposition de loi pour arracher le droit de grève. Est-ce que la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a rendu une décision pour dire que ces lois sont contraires à la Constitution. Par la suite, on revient pour modifier la loi sur les sites de droit de grève. Une autre Cour constitutionnelle vient pour rétablir cette loi. Vous voyez, dans ce cafouillage, on sent que c'est de la précipitation. Et moi, je dis, le diagnostic a été mal fait. Le diagnostic a été mal fait. Pourquoi? Les gens se sont dit, ils ne font que gréver. Mais lorsque vous avez un problème, à régler, la démarche qu'il faut, c'est de rechercher les causes de ce problème-là. Il ne faut pas s'attaquer aux effets. La grève n'est qu'un effet des problèmes des travailleurs. Et la solution, en réalité, ce n'était pas l'encadrement du droit de grève ou le fait d'arracher le droit de grève. Il faut dialoguer. Ceci a toujours manqué dans notre pays. N'ayons pas honte de le dire. Ceci a toujours manqué dans notre pays et c'est ce qui a toujours conduit à ces grèves. Lorsque les problèmes se posent, il faut pouvoir appeler les gens, discuter avec eux de façon franche et sincère. Et ça, j'insiste là-dessus. De façon franche et sincère. Nous sommes tous fils du Bénin. Personne n'a intérêt à ce que le pays ne se développe. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, des problèmes objectifs, et que vous ne voulez pas écouter les gens, vous ne voulez pas discuter avec les gens font usage de tout ce qu'ils ont comme moyen, que vous ne voulez pas discuter avec eux, et que ce n'est que lorsqu'on recourt à la grève qu'on parvient à vous mettre sur la table, autour de la table de négociation. Mais vous ne pouvez pas, en ce moment, décrier le fait que les syndicats vont en grève. C'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme de dialogue efficace dans notre pays que les syndicats étaient obligés d'aller à la grève tout le temps. Mais on n'a pas voulu faire ce diagnostic. On s'est dit, bon, arrachons-les le droit de grève. Mais comme l'a dit tout à l'heure le camarade Adjina, vous pensez qu'aujourd'hui, que tout le monde est à l'aise dans ce pays? Le malaise est profond. Le malaise est profond et je pense qu'il est même nécessaire d'évaluer la mise en œuvre de ces différentes lois. Et ça, nous sommes revenus là-dessus dans notre cahier de doléances. On prépare aujourd'hui, mais on est en train de préparer aujourd'hui une situation que personne ne peut imaginer. Les gens ont des problèmes, on ne discute pas sur les problèmes, ils sont frustrés. Mais vous imaginez ce que ça peut donner un jour? Ce n'est pas le fait d'arracher le droit de grève, de les empêcher de s'exprimer, de les empêcher de faire recours aux moyens qu'il faut pour s'entendre qui règle le problème. On est en train d'entasser les problèmes, on est en train d'entasser les frustrations. Et un jour, ça peut exploser. Et c'est ça qu'il faut éviter. La question à M. Dossou, c'est finalement aujourd'hui, qu'est-ce que les syndicalistes ou les syndicats, on va dire, perdent avec cette législation que l'on décrit à la fois au niveau de UNSTB et au niveau de la COSI Bénin? Non, nous avons perdu énormément. En dehors du droit de grève, oui. En dehors de vous, au niveau de la santé, on ne peut pas nous séparer aujourd'hui de fait qu'on nous a arraché le droit de grève. Parce que c'est un fait qui, qu'on le veuille ou non, joue sur les travailleurs. Bon, en fait, moi j'ai dit une fois sur un plateau de télévision, je ne me rappelle plus où je l'ai dit, j'ai dit, ce n'était pas bien. Mais comme la loi est dure, il faut l'accepter. Parce que vous avez vu, le secrétaire de l'UNSB a rappelé tout à l'heure, au moment où ça s'est passé, il y a eu un recours, et il y a une cour constitutionnelle qui a dit, c'est pas normal. Nous, on ne peut pas dire qu'on a fêté, mais on était quand même heureux que le droit soit dit. Mais une autre cour a dit, c'est conforme. Et dans une république qui se dit démocratique, vous pouvez être désavantagé dans une décision, vous supposez que ça s'impose à vous. C'est ce que nous avions fini par faire dans le secteur. Et comme ils le disent aussi, je l'ai dit une fois, qu'un agent de santé, je spécifie le cas des agents de santé, mécontent, mais qui vient au boulot pour traiter un patient, c'est comme un soldat à qui on a remis un Kalachnikov et qui est sur les nerfs. Ça, il peut avoir une bavure pour oui. Sans la grève, depuis 2 ans, il y a eu des réformes. Vous l'avez reconnu, il y a eu des efforts par endroit au niveau de la santé. Est-ce que avec la grève, on ferait mieux? C'est ça la question. Non, en fait, on vous a déjà répondu sur ce plateau. La grève n'était pas un outil que nous on utilisait volontairement. C'est-à-dire on était obligé de faire recours à la grève. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, le CNHU est très calme.
Mais depuis l'avènement du deuxième régime de Kérékou, jusqu'à passer par Yaïbouni, vous avez vu autant de fois nous sommes allés. C'est toujours ce manque de dialogue qui crée ça. Les gens ont 3 points qui vous ont présentés depuis 3 ans ou 1 an, vous n'en aviez rien dit. Et ça s'accumule parce que les travailleurs ont toujours des problèmes de jour en jour. Aujourd'hui, nous allons parler avec le ministre du Travail, mais dans 3 mois, on peut avoir d'autres revendications qui s'ajoutent. C'est pourquoi il ne faut pas prendre trop de temps pour décider d'honorer certaines revendications. Donc, c'est quand nous sommes à bout de souffle. Et puisqu'on sait que lorsqu'on garde silence, on n'est jamais écouté, on est obligé d'aller à l'extrême âme. C'était ça, c'était toujours l'obligation, surtout dans des secteurs très sensibles comme la santé. On ne décrète pas une grève pour décréter. Maintenant, ce que nous allons demander au pouvoir, c'est quoi? Voilà que, comment je dit, le vin est tiré. Il faut maintenant faire de sorte que ne soyons pas obligés d'être tristes, d'être mécontents chaque fois qu'on veut. Est-ce que c'est le cas? Même l'enseignant, mais on peut dire que c'est le cas. À votre niveau? Oui, on a toujours déploré, nous. Parce qu'on est sur un plateau, et ce que nous faisons, ça aide même le pouvoir. Avant ce pouvoir, nous avons toujours décrié, par exemple, que les hôpitaux sont mal gérés. Aujourd'hui, le chef de l'État fait un effort pour équiper les hôpitaux et mettre le matériel à disposition. Mais c'est toujours mal utilisé. C'est toujours mal utilisé. Je sais de quoi je parle. Alors, si par moment, on ne dit pas au chef de l'État, parce que les collaborateurs ne disent pas toujours ce qui est. Nous, syndicalistes, on rend toujours service. Si par moment, ils n'entendent pas, ils ne nous entendent pas de dire, ah, les gens ont dit que le matériel est toujours mal utilisé. Si le personnel est toujours mal traité. Si on n'a pas l'occasion d'alerter, il aura beau d'ambition pour le pays, mais à des moments donnés, ces ambitions ne vont pas prospérer. C'est le rôle que nous jouons. Donc, lorsqu'on nous affiche nos visages dans la grève, je dis, c'est mal analysé, c'est mal nous connaître. Quand on sort d'une négociation, vous ne verrez jamais les syndicats prendre leur moto et leur véhicule pour s'en aller. On a toujours 2 ou 3 minutes de concertation après avoir discuté avec l'autorité pour faire le point. Et nous y mettons toujours nos sentiments. Si c'est des enseignants, ils vont trouver que depuis 2 semaines qu'ils sont en grève, c'est pas bien pour les enfants. Parce que parmi ces élèves, ils ont aussi leurs propres enfants, ils ont leurs frères. Et quand c'est nous, agents de santé, on a toujours des parents qui viennent. On a peut-être un enfant qui est hospitalisé en ce moment. Donc, on n'a jamais fait méchamment la grève. C'est mal analysé. La question aujourd'hui, c'est quand même, depuis que cette législation est en place, comment est-ce que vous tentez de vous adapter pour ne pas perdre vos combats, vos priorités? Comment est-ce que vous vous adaptez? Quelle arme alors utilisez-vous depuis 2 ans pour tirer quand même bénéfice de ce qui se fait? Bon, avant d'en arriver là, vous me permettez de revenir très rapidement sur l'analyse très pertinente et très intéressante faite par le secrétaire général de l'UNSTB. Vous savez, lorsqu'on parle de négociation, il y a ce qu'on appelle, il y a des principes qui gouvernent les négociations collectives. Il y a ce qu'on appelle le principe de bonne foi et il y a la confiance réciproque. Et dès l'avènement du régime de la rupture, il y a la charte nationale du dialogue social. Cette charte que certains n'ont pas lue et ils ont fait tous les commentaires possibles sans avoir lu le document. Il y a un article qui moi m'intéresse, un alinéa d'un article qui m'intéresse. Et lorsque vous êtes secrétaire général d'une confédération et que vous parcourez toute la charte et que vous voyez que le gouvernement prend des engagements fermes allant dans le sens de la satisfaction des revendications des travailleurs, vous ne pouvez pas ne pas signer. Lorsque vous prenez la charte nationale du dialogue social, en son article 6, 6e alinéa, mais le gouvernement s'est engagé à consulter les organisations syndicales des employeurs, là je parle de patronat, il y a 2 structures de patronat maintenant, et des travailleurs sur tout projet de réforme ou de programme de développement, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Je crois que c'est très important qu'un gouvernement prenne un engagement du genre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Lorsque vous voulez, parce que le SG a fait l'a dit, mais la grève, c'est l'effet. Il faut rechercher les causes. Est-ce que vous voyez? Si le dialogue est permanent, si on consultait effectivement les organisations des employés, des travailleurs par rapport à tout projet
de réformes, programmes de développement, mais on aurait trouvé régulièrement de solutions aux problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. On n'aurait pas eu besoin de voter cette loi-là. Parce que moi, j'ai compris que le gouvernement de la rupture est conscient de la force des organisations syndicales, a peur de la grève et a essayé d'arracher le droit de grève, parce que cette restriction, c'est une façon d'arracher le droit de grève. Mais si on le fait, et après l'avoir fait, on essayait de régler les problèmes, de privilégier le dialogue, mais on pouvait comprendre. Mais on le fait et tout est pratiquement en l'état. Le dialogue est improductif, le dialogue est infécond, il n'existe presque pas. Mais dans ces conditions, vous dites quelle arme utilisons-nous désormais? Mais les travailleurs sont là, ils ruminent leur mécontentement, leur colère. Le syndicalisme est mort. Non, le syndicalisme n'est pas mort. Le syndicalisme n'est pas mort. Et j'ai dit tantôt, et le SG de l'UNSTB l'a dit, c'est une sorte de bombe qu'on est en train de préparer. Ce n'est pas notre souhait. Parce que lorsque des gens ont des problèmes qui ne sont pas réglés, ils sont là, ils souffrent, ils ruminent ces problèmes-là, ce n'est pas sûr qu'ils fassent du bon travail dans leurs services respectifs. Ce n'est pas sûr qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et il n'est pas exclu que cela explose un jour. Ce que nous ne souhaiterions finalement, parce que finalement, oui, sans le droit de grève, sans la grève, finalement, il n'y a pas possibilité en réalité d'influencer, on va dire, l'employeur. Il n'y a pas, le syndicalisme n'a pas une autre... Si l'employeur jouait correctement son rôle, on n'aurait pas eu besoin de la grève. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, mon problème, c'est pas la grève, c'est de dire, est-ce qu'en dehors de la grève, les syndicalistes sont désarmés sans la grève? Bon, les syndicalistes n'ont plus d'autres armes. Non, il y a d'autres armes. Nous nous organisons. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que nous allons révéler ce que nous sommes en train de faire. Il y a d'autres armes. C'est vrai, on se contente de faire des propositions au gouvernement, de rappeler même au gouvernement la nécessité de convoquer la commission de négociation gouvernement central pour réfléchir sur les problèmes qui se posent aux travailleurs afin de les régler. Mais en dehors de ça, nous nous organisons. Et le SG de l'UNSTB l'a dit, c'est que le mouvement syndical va retrouver ses lettres de noblesse. Et il est important que l'on évalue la mise en œuvre de ces lois, parce que quand vous prenez la loi sur l'embauche, on l'a votée pour permettre aux investisseurs de venir dans notre pays. Mais lorsque vous recrutez quelqu'un et il n'a pas la possibilité d'avoir un contrat à durée indéterminée, quel que soit le temps qu'il aura fait avec vous, et quand vous décidez, qu'il soit du secteur public ou privé, quand vous décidez de résilier son contrat, c'est que le dédommagement, c'est entre 3 mois et 9 mois. Et on l'envoie mourir. Donc, ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Je crois qu'on doit pouvoir évaluer la mise en œuvre de ces lois pour se demander, mais ce que nous avions projeté, les problèmes que nous comptons régler en votant ces lois-là, est-ce que les problèmes sont effectivement réglés? Moi, je trouve que ces problèmes-là ne sont pas du tout réglés. Les travailleurs sont mécontents, et dans un pays qui souhaite décoller, qui souhaite aller vers un développement digne du nom, on ne doit pas empêcher que les gens s'expriment et empêcher également de régler les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Monsieur en agissant ainsi, on ne peut pas obtenir le développement tant souhaité. Monsieur Afewi, ma question c'est, à votre endroit, cette fois-ci, c'est quand même dire que après cette âme-là, vous avez insisté là-dessus, vous semblez tenir à l'âme. Mais après que l'État vous ait repris cette âme-là, quelles sont les autres âmes? Comment vous vous organisez pour toujours vous faire entendre? Comment vous vous adaptez? Votre capacité d'adaptation?
Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ce n'est pas une question d'adaptation. Nous ne faisions pas la grève 365 jours, ce sont 365 jours. Les autres moyens la grève vient par moment lorsque les problèmes existent et qu'on ne veut pas les régler. Et je pense que le syndicat a plusieurs moyens de lutte. On aimerait en tant que vice les savoir. Ces autres et ça, les gouvernants le savent. Ils le savent d'autant plus qu'ils ne sont pas arrêtés à la loi qui a limité le nombre de jours de grève. Ils ont pris d'autres dispositions à travers d'autres tests pour empêcher, n'est-ce pas, les contestations, les marches et autres à travers l'interdiction de certains attroupements qu'on qualifie d'attroupements non autorisés, alors qu'on n'autorise jamais un attroupement. Lorsque vous voulez vous réunir, que vous demandez, vous informez, on vous empêche de vous réunir. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs moyens de lutte. Mais aujourd'hui, notre préoccupation n'est pas là. Nous connaissons nos moyens de lutte et lorsqu'il s'agira de les utiliser, nous allons en faire usage. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait réellement s'asseoir et analyser un peu les problèmes. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a eu de cafouillage. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'insécurité juridique, en tout cas en ce qui concerne le monde du travail. Il y a des tests, il y a des dispositions qui sont contraires à d'autres dispositions. Il a évoqué tout à l'heure le statut général de la fonction publique. Et dans le statut général de la fonction publique tel que voté, promulgué en 2017, vous constaterez qu'il y a une procédure disciplinaire contre tout agent et que les fautes étaient décrites et les sanctions auxquelles pouvaient conduire ces fautes-là étaient connues. Mais la loi qui est intervenue par la suite et qui a parlé de licenciement au niveau de la fonction publique, cette loi est venue tout désorganiser. On ne sait pas quelle procédure utiliser aujourd'hui pour peut-être sortir un agent de la fonction publique. Est-ce qu'aujourd'hui, un responsable, un supérieur hiérarchique peut se lever et dire à son collaborateur, je te licencie? Mais sans suivre la procédure. Puisque la procédure est dans le test, mais une autre loi est venue pour contrarier cette procédure-là, pour dire que c'est possible de licencier. C'est tout un désordre. Et aujourd'hui, il est nécessaire de s'asseoir et de revoir tous ces tests-là pour mettre en harmonie les différents tests. Sinon, ce qui se passe, c'est anormal. Maintenant, pour ce qui concerne votre question, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs moyens de lutte. Mais nous, à notre niveau, nous nous organisons d'abord à l'interne. Ce n'est pas que nous nous organisons à l'interne et que nous ne faisons rien. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous nous organisons également à l'interne. Mais le problème aujourd'hui, et je pense que cette question doit être posée au gouvernement, c'est de nous dire depuis 2 ans que les différentes lois ont été votées, ont été adoptées, promulguées et sont entrées en vigueur. Qu'est-ce qui a été fait pour satisfaire les revendications des travailleurs? Il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit pas simplement d'empêcher les travailleurs de se manifester, d'exprimer ou bien de poser leurs problèmes. Mais lorsqu'il a dit tout à l'heure, je le dirais d'une autre manière, un enfant qui a faim, vous l'empêchez de pleurer. Vous ne lui donnez non plus de la nourriture. Que voulez-vous? Tout à l'heure, M. Dossou l'a dit, un agent de santé qui a des problèmes, même s'il ne le veut pas, même s'il ne veut pas le faire de façon méchante, mais il a des problèmes auxquels il ne trouve pas de solution. Il n'a pas la tête à son travail. Mais c'est pareil également pour l'enseignant. C'est pareil également pour les travailleurs des autres secteurs. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'empêcher les gens de s'exprimer. Ça produira un effet auquel on ne s'attend pas. Un autre effet auquel on ne s'attend pas. Le problème aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce que nous nous organisons pour régler les problèmes qui se posent. Parce que les problèmes existent et les problèmes sont connus de tout le monde. Mais on fait aujourd'hui de faire comme si tout est rose, qu'il n'y a aucun problème, ou bien qu'on règle tous les problèmes, alors que les problèmes sont là. Et un jour, comme le disent les gens, quand ça va pourrir, ça va sentir. À vous entendre, il y a comme cette description du partenaire social que vous êtes, qui se résume
finalement au conflit avec, on va dire, le patron, le patronat pour les privés et l'État d'un côté. Cette analyse-là, est-ce qu'elle est vraie, ou plutôt cette réception-là, elle est vraie? Le partenariat entre les deux, c'est le conflit toujours? Oui, le conflit. Je n'ai même pas d'argument pour contredire mes vis-à-vis. Et aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de ceux qu'on connaît, il n'est pas rare d'entendre un chef de service, un directeur ou un responsable à n'importe quel niveau de dire à un agent, à un collaborateur, je te fais licencier et ça va nous coûter à peine 9 mois de salaire. Vous entendez ça? Fréquemment. Nous, syndicalistes, les travailleurs viennent dire, parfois on le dit dans nos oreilles. C'est pas bien saillant. Si nous sommes de bons citoyens, des démocrates qui acceptent une loi qui a été promulguée, il faut quand même que l'usage soit quand même modéré envers le personnel. Parce que c'est des citoyens, il s'agit, les travailleurs après tout, c'est des citoyens qui ont des droits. On n'a pas l'emploi pour le perdre d'un jour à l'autre sans qu'on n'ait pas commis une faute grave. Donc, effectivement, comme ils le disent, les deux lois se contredisent, en tout cas les deux textes se contredisent, et il faut vraiment aujourd'hui les réactualiser pour savoir, c'est-à-dire s'il y a telle faute, à quelle sanction on peut Est-ce que ce sont des choses que vous dites au patron, notamment vous au niveau de la santé, au moins vous avez accès au ministre, vous l'avez dit. Est-ce que ce sont des problèmes que vous posez? Est-ce qu'il y a une réception telle que vous aurez voulu? Oui, l'autorité n'a jamais dit non, je ne vous entends pas. On nous a toujours entendu écouter. Mais c'est la suite qu'on donne à des problèmes que les travailleurs posent qui devaient donner satisfaction ou non. Nous, par exemple, au CNJ, nous avons une convention collective. Ce n'est pas le droit du travail qui régit l'employé de l'État, l'agent permanent de l'État qui nous régit. Nous, c'est le CNJ qui nous a recrutés pour 30 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, avec cette loi, on dirait que nos emplois sont devenus plus précaires. La menace est permanente. Et à un moment, on se demande, mais on est quand même dans un État, l'État de notre pays, où on n'est pas allé au Gabon, on n'est pas allé en Côte d'Ivoire travailler. C'est lorsqu'on est étranger, dans là où on travaille, qu'on se sent, on croit que son emploi est trop précaire. Donc, ce qu'ils disent, c'est fondé. Et c'est un débat qu'on ne pourra pas faire en un tour de télévision. Franchement, il vaudrait mieux aujourd'hui que le ministre du Travail, qui est en charge les travailleurs, s'associe à eux pour que le dialogue réouvre ses portes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le cadre institutionnel, comme on le dit. On ne se sent pas du tout en sécurité par rapport à nos emplois. Et c'est bien dommage. Parce que nous contribuons largement à l'assise du pays. Il n'y a pas de développement sans les travailleurs, qu'on soit du privé ou du public. C'est nous qui faisons la richesse. Si la menace est permanente sur nous, franchement, là, l'effort que le gouvernement dit qu'il fait ne serait pas pour le peuple alors. Alors là, vous, en parlant bien évidemment au niveau du SG ou même à votre niveau, vous avez dit avoir, les responsables des centrales ont demandé notamment une rencontre avec une rencontre de dialogue. Ils l'ont obtenu, n'eût été en tout cas coronavirus, ça se serait déjà peut-être passé. Cela voudra dire quand même qu'à des moments donnés, vos voix sont entendues. Bon, je crois que le dialogue, il se tient. Et ce sont les confédérations et centrales syndicales, les 6 qui évoluent en unité d'action syndicale, qui ont écrit pour demander que le gouvernement convoque cette session de négociation. Et si, bon, ils demandaient la rencontre depuis, mais ils ont davantage incité quand ils ont eu l'information selon laquelle le gouvernement a décidé de confier une catégorie d'enseignants à des agences privées. Et vous savez, la rencontre a été reportée, il n'y a pas eu d'échange autour de cette situation et on en était là quand, lors du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2020, le gouvernement a décidé de créer l'ANAPES, cette agence nationale pour les prestations aux établissements secondaires publics, SEVOI. Donc voilà les situations que nous déplorons. Un gouvernement qui est engagé par une charte nationale du dialogue social dans laquelle il s'engage à consulter les organisations syndicales, des employeurs, des travailleurs, sur tout projet de réforme, programme de développement, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Qui agit de la sorte, ce sont des actes
qui ne sont pas de nature à rassurer les représentants des travailleurs. Ce sont des actes qui ne sont pas de nature à calmer les tensions. C'est-à-dire, nous avons l'impression que, bon, on se dit, maintenant qu'on vous a déjà arraché le droit de grève, même si nous posons des actes en violation des engagements que nous avons pris nous-mêmes, vous n'êtes pas en mesure de réagir. C'est vrai qu'à ce niveau, le gouvernement aurait pu dire c'est Corona, sinon on aurait peut-être évoqué le sujet. Est-ce que vous avez fait des efforts pour avoir un mécanisme quand même d'inter-échange malgré Corona? Ça, c'est malgré coronavirus, ça c'est la question. Non, mais il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui presse pour qu'on n'attende pas? Parce que il y a d'autres préoccupations. Il y a cette évaluation qui a été organisée à l'intention des contractuels, des enseignants, agents contractuels de la promotion 2008. Est-ce que vous voyez? Vous savez que cette évaluation a suscité beaucoup de remous. Et il y a aussi une décision qui est en train d'être prise. Ce n'est pas encore officiel au niveau du gouvernement, où on décide alors que les enseignants en question qui n'ont pas atteint ou bien qui n'auraient pas atteint le seuil sont des enseignants déjà formés aux frais de l'État. Mais on serait en train de décider de les sortir d'abord des salles de classe, de les envoyer en formation pour 1 an, pour obtenir quoi? Alors que l'engagement qui a été pris, c'est de renforcer leur capacité pendant les périodes de congés. Les sorties des classes pour les former, c'est aussi une formation. Ce n'est pas utile et ce n'est pas cet engagement qui a été pris. Ce sont des enseignants et ce n'est pas au détour d'une évaluation écrite. Parce que l'enseignement, c'est un tout. Lorsque vous venez voir un enseignant en situation de classe, vous avez la possibilité d'évaluer sa capacité intellectuelle et ses aptitudes pédagogiques. Mais à travers une évaluation écrite, on déclare que les enseignants ne sont pas compétents. Ce n'est pas vrai. Et on n'a pas besoin parce que par qui va-t-on les remplacer? Ce n'est pas... C'est vrai que vous l'avez dit, c'est pas encore une voilà les raisons pour lesquelles les confédérations centrales syndicales souhaitent rencontrer le gouvernement pour qu'on échange. Et par rapport à tous les autres secteurs aussi, la santé, le secteur informel, les autres travailleurs du privé et du public. Est-ce que vous voyez? Mais l'occasion n'a pas été offerte aux représentants des travailleurs. Est-ce que vous voyez? Mais on s'est empressé pour prendre des décisions alors qu'on a pris un engagement qui se retrouve dans la charte. Ce n'est pas intéressant. Alors, il y a cette question. Vous demandez, M. Férissi, finalement, vous êtes nostalgique de ce temps où il y avait encore possibilité de faire la grève. Est-ce que concrètement, il y a eu des choses qu'avec la grève, vous aurez pu empêcher ou bien vous aurez pu arranger depuis 2 ans? Non, je pense que il ne s'agit pas de nostalgie parce que aujourd'hui, j'en ai eu l'impression. Aujourd'hui, le droit de grève n'est pas totalement arraché à tous les secteurs. Même si c'est 10 jours, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit se dire, mais s'il arrivait un jour qu'un syndicat déclenche une grève pour une journée, la grève aujourd'hui a un caractère symbolique. Et je pense que par rapport à ça, ce n'est jusque-là pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que jusque-là, nous n'avons pas jugé utile d'aller à cet extrême-là. Tout va bien alors? C'est pas que tout va bien. Mais nous avons pensé, et c'est toujours ça dans tous les pays du monde, que l'arme la plus efficace pour régler le problème, c'est le dialogue. Et nous avons l'impression que nos dirigeants n'ont pas encore compris. Nous avons l'impression que nos dirigeants n'ont pas encore compris. Et c'est pour cela que nous les appelons toujours à ce dialogue-là. Parlant de la disposition de l'article 6 de la Charte nationale du dialogue social dont il a parlé, effectivement, cette disposition n'a jamais été mise en œuvre. Et pourtant, c'est une disposition qui permettrait de régler les problèmes avant même leur naissance. Mais lorsque le gouvernement veut mettre en place une réforme dans le secteur éducatif, concernant le recrutement des enseignants, concernant la manière de gérer les écoles, pourquoi ne pas discuter avec les représentants des travailleurs de ce secteur-là pour leur dire, voici ce que nous voulons faire. Nous voulons avoir vos observations. Parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas là pour empêcher le gouvernement
d'œuvrer pour ces réformes. Mais nous sommes là également pour appeler l'attention du gouvernement sur des failles qui peuvent exister dans ces réformes-là. Parce que ceux-là sont du secteur, ils vivent de ça. Ils comprennent ça mieux que tout le monde, toute autre personne. Donc ce qui est recherché en réalité, ce n'est pas d'empêcher les gens d'évoluer. Mais on veut quand même que les intéressés, ceux qui sont impactés par ces réformes-là, puissent... Bonjour à tous. Ce début de mois de mai nous renvoie par tradition au travail, au bilan, questionnements et perspectives des travailleurs. Et puis, cela fait environ 2 ans que l'atmosphère du travail a connu ici au Bénin une profonde mutation avec notamment ce qu'on aura appelé l'encadrement des droits de grève. Que devient alors le syndicalisme dans ce pays? On va faire le débat avec 3 acteurs de ce monde-là. Apollinaire Aféoué, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Alexandre, vous êtes en face de Alexandre Adina, président de la Commission nationale des jeunes au niveau de la COSI Bénin. Alexandre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci également d'accepter participer à ce débat-là. Et puis, nous avons Théophile Dossou, il est le secrétaire général de l'unité CNHU. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le débat, nous allons le démarrer par cette question. Coronavirus, 1er mai, à votre niveau, au niveau de la COSI Bénin, comment avez-vous, on va dire, célébré cette date-là qui est quand même de tradition et un attachement pour les syndicalistes? Merci, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur ce plateau pour apprécier la fête du 1er mai et l'état actuel du mouvement syndical au Bénin. Je dois dire que au niveau de la COSI Bénin, bon, pas seulement la COSI Bénin, puisque il y a 6 confédérations qui sont dans une unité d'action syndicale. Donc le secrétaire général de l'UNSTB est là. Donc ensemble, c'est-à-dire la COSI Bénin, l'UNSTB, la CSA Bénin, et la CSUB, la CSPIP et la CETB ont ensemble présenté leur cahier de doléances au gouvernement. C'est vrai, il n'y a pas eu cette cérémonie ordinaire à laquelle on a l'habitude d'assister. Donc, c'est un courrier qui a été déposé au niveau du ministère de la fonction publique. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé, compte tenu de la pandémie du coronavirus. Et les autres organisations syndicales aussi ont essayé d'adresser leur message aux travailleurs de notre pays. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous avons célébré le 1er mai, parce que, comme vous le savez très bien, il n'est pas possible de se regrouper pour réfléchir sur un thème, parce que on ne doit pas être à plus de 10. Et ça fait partie des mesures qui ont été prises dans le cadre de la prévention du coronavirus. On va revenir sur on va dire le contenu de ces messages-là et pourquoi pas même de cahier de doléances envoyés au gouvernement. On va y revenir, mais demander d'abord au niveau déconcentré, parce que là on était à l'échelon confédéral. Au niveau déconcentré, comment est-ce que le 1er mai au niveau de CNHU ça a été vécu, monsieur Dossou? Merci, monsieur le journaliste. Au fait, le CNHU ne peut pas faire la particularité. Nous sommes aussi des travailleurs qui sont affiliés d'une manière ou d'une autre aux centrales syndicales. Mon syndicat ne l'est pas aujourd'hui parce que nous avions opté pour une liberté entre griffes. Mais nous connaissons tout le travail que les centrales abattent au plan national et de façon ardue tous les jours. Bon, le contexte de cette fête, c'est une fête dans le confinement, c'est une fête à la maison. C'est une fête sans grand regroupement. Sinon, aujourd'hui, dans la journée, dans la matinée, les travailleurs du CNHU se réunissent toujours dans notre salle de conférence pour s'échanger par rapport à tout ce que nous avons vécu dans l'année. Parce que pour les travailleurs, le 1er mai
c'est comme le 1er janvier. C'est-à-dire c'est l'an 1 de faire le point. Bon, on n'a pas pu le faire cette année parce que le contexte est connu de tout le monde. Et les cahiers de doléances ne partiront pas aujourd'hui parce que c'est un jour férié, mais dès lundi, l'employeur trouvera les doléances pour l'année à venir. Là encore, on reviendra sur le contenu. Au niveau de l'UNSTB, on va dire l'ambiance, est-ce qu'il y a eu de la créativité pour que l'on ne perde pas la saveur de ce jour auquel les travailleurs sont quand même attachés? Merci, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur cette journée commémorative de la fête du travail. Merci également à vos téléspectateurs qui nous suivent. Comme on l'a dit tout à l'heure, le camarade Adjina, le 1er mai de cette année est intervenu dans un contexte spécial marqué par la pandémie du coronavirus, ce qui a induit un certain nombre de restrictions qui ont empêché la mise en œuvre des activités traditionnelles des syndicats sur un 1er mai. Mais pour autant, nous n'avons pas baissé les bras. Et comme il a dit, au niveau des 6 centrales et confédérations syndicales qui évoluent en unité d'action, nous avons rédigé le cahier de doléances qui a été transmis au ministre du Travail et de la Fonction publique le 30 avril dernier. Et en dehors de ça, le 1er, chaque confédération s'est organisée comme elle le pouvait pour quand même marquer ce 1er mai-là. Au niveau de l'UNSTB, nous ne pouvons pas nous réunir pour les raisons que je viens d'évoquer. Cependant, nous avons voulu marquer ce 1er mai en nous mettant dans le contexte actuel, celui donc de la pandémie du coronavirus, en sensibilisant via les médias nos militants sur les comportements adoptés, et également en venant en aide à nos militants à travers certains équipements de protection contre le coronavirus. Alors, je reste avec vous pour demander déjà au niveau de ce cahier de doléances envoyé le 30 si vous voulez, à l'État, au ministre de la Fonction publique, il y a quand même sans doute une part de votre centrale. C'était quoi cette part-là? Qu'est-ce qui tient aujourd'hui à votre centrale? Mais le cahier de doléances qui a été adressé au ministre du Travail et de la Fonction publique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de synthèse des revendications au niveau des 6 centrales et confédérations syndicales. Je veux savoir en quoi vous avez influencé je vais vous répondre, monsieur le journaliste. Vous savez, pour le cahier de doléances et pour tenir compte de notre paysage, et ce sont les points transversaux que nous essayons d'inscrire sur ces cahiers de doléances. Et nous sommes tous aujourd'hui d'accord que le dialogue social est en panne dans notre pays. Donc c'est une préoccupation majeure pour l'UNSTB, mais c'est une préoccupation majeure également pour toutes les centrales et confédérations syndicales. Donc je ne vous dirai pas que tel point provient de telle centrale, tel autre point provient de telle centrale. Nous avons discuté de l'ensemble des 10 points, 10 ou 11 points figurant dans le cahier de doléances ensemble, et c'est ensemble que nous avons arrêté ces points-là. Alors, ceci dit, il a relevé spécifiquement le cas du dialogue social, si vous voulez, mais est-ce qu'il y a autre chose que les téléspectateurs peuvent savoir de ces points-là que vous avez, on va dire, qui constituent l'ensemble du cahier de doléances? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il est important d'insister sur la préoccupation abordée par le camarade secrétaire général de l'UNSTB en ce qui concerne le dialogue social. Vous savez, qu'il y ait crise ou non, il faut que le dialogue soit permanent, parce que le rôle du dialogue social... de la crise sanitaire. Non, bon, pas forcément de la crise sanitaire. Le rôle du dialogue social, c'est d'anticiper
sur les crises. Et s'il y a crise, de faire en sorte que les solutions aux problèmes qui se posent soient trouvées. Mais nous constatons malheureusement que le dialogue social est en panne, comme l'a dit le SG de l'UNSTB. Et ce qui gêne, c'est que le régime de la rupture a promis faire du dialogue social un élément majeur pouvant permettre de régler les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Le régime a promis rendre le dialogue social plus productif. Mais on constate malheureusement que le dialogue est en panne. Et pour rappel, et dans ce contexte du coronavirus, mais bien avant cela, les secrétaires généraux qui évoluent en unité d'action syndicale ont adressé une correspondance au gouvernement pour demander la convocation de la commission de négociation gouvernement central. Mais il y a une date qui a été fixée et compte tenu de la pandémie du coronavirus, cette séance a été reportée sine die. Elle se voit. C'est pour dire qu'il a fallu que les secrétaires généraux réclament d'abord. Donc le dialogue social est véritablement en panne et cela ne permet pas de discuter, d'échanger, de poser les problèmes, d'y apporter les solutions nécessaires pour que les travailleurs se sentent mieux. C'est vrai qu'on va revenir sur les mécanismes d'inter-échange entre partenaires sociaux et le gouvernement. On va y revenir de long en large, mais déjà demander à M. Dossou, on va dire, la quintessence de ce document que le patron verra demain, je veux dire l'État, je veux dire le ministre de la fonction publique verra sans doute à partir de lundi. C'est quoi la quintessence que vous pouvez révéler aux téléspectateurs? Ok, merci. Non, je ne vais pas tout révéler, je vais juste donner les grandes idées. D'abord, je soutiens mes amis des centrales. Par rapport au dialogue? Par rapport au dialogue. Et dans une famille, celui qui réclame le dialogue, c'est quand même pas un enfant récalcitrant, parce que c'est dans le dialogue que la vérité se dit. Bon, au fait, moi, je ne vais pas déplorer ce dialogue jusqu'à ce point, parce que dans l'encadrement de la grève dont vous avez parlé tout à l'heure, les vrais orphelins, c'est nous, c'est le secteur de la santé. On nous l'a carrément arraché. Bon, nous étions inconsolables, mais on a fini par prendre le pli. Et nous avons profité aussi pour faire un peu de pression sur le ministre de tutelle, qui est notre ministre de la Santé, qui, à mon avis, il ne faut pas mentir, a fait un effort jusqu'à aujourd'hui pour chaque fois nous appeler, nous interpeller, nous écouter pour certains problèmes. Bon, ça ne résout pas les problèmes, mais nous pensons que lorsque le ministre en charge d'un secteur, par moment, appelle les représentants des travailleurs pour les écouter, il y a toujours espoir. Bon, l'espoir, nous l'avons toujours, mais satisfaction, nous ne l'avons pas toujours à temps réel. Donc, mais par rapport à ce que nous allons déposer demain, et lundi plutôt, à l'employeur, il y aura une grande partie qui va intéresser la situation actuelle. Nous étions perdants dans l'encadrement de la grève, mais aujourd'hui, nous sommes les plus exposés dans l'avènement malheureux qui est aujourd'hui mondial du coronavirus Covid-19. Donc, nous ne sommes pas paniqués parce que nous sommes comme des soldats au front. Et lorsque nous prêtions serment, on sait qu'à des moments donnés, en voulant soigner les autres, nous pouvions prendre des risques. Personne n'a jamais souhaité prendre les risques. Donc, dans ce cahier de doléances, cette fois-ci, nous allons beaucoup peser dans des doléances à demander à l'employeur et au ministre de tutelle de vouloir nous assister dans les matériaux de protection, dans l'assistance, en cas de qu'est-ce qu'il faut espérer, tout ça là. Donc, de façon globale, c'est ce sur quoi nous allons surtout insister dans ce cas de cahier de doléances. Ces cahiers de doléances, ces points que vous soulevez chacun de son côté, sans doute avec certaines particularités d'une centrale à une autre, d'un syndicat à un autre, quand même posent le problème, on va dire, des combats actuels du syndicalisme. Au niveau de l'UNSTB, c'est quoi en réalité ce qui tient réellement au groupe, à la centrale, en dehors bien évidemment du dialogue social? Je rappelle qu'on va y revenir parce qu'il faudra qu'on sache les mécanismes d'échange aujourd'hui, les marges qui vous restent aujourd'hui pour négocier avec, on va dire, l'employeur. C'est quoi les combats actuels de l'UNSTB? Merci monsieur le journaliste. En termes de combat à l'UNSTB, je pense qu'aujourd'hui,
nous travaillons à ce que le mouvement syndical retrouve ses lettres de noblesse. Vous évoquiez il y a un instant le malaise, ou en tout cas les constats qui ont été faits depuis 2 ans, où le droit de grève a été encadré. On constate au niveau de certains travailleurs certains découragements, certains désespoirs qu'il faut travailler, n'est-ce pas, à raviver. Il faut raviver l'espoir, il faut raviver la volonté de se battre. C'est d'abord ça aujourd'hui le premier combat que nous devons mener à l'interne. En dehors de ce combat, il y a le combat de l'unité d'action. Vous savez, il est démontré que lorsque vous êtes divisé, vous êtes faible, vous êtes exposé. Mais lorsque vous êtes ensemble, vous êtes fort. L'un des talons d'Achille du mouvement syndical aujourd'hui au Bénin, c'est l'émiettement des forces. Il faut d'abord travailler à ramener, aussi bien au niveau des confédérations que au niveau de l'interconfédéral également, l'unité, la cohésion. Et je pense que c'est avec cette cohésion qu'on va évoluer. Ce combat-là, comment vous le menez? Ce combat d'unification, comment est-ce que vous le menez? Ce combat d'unification se mène à travers le dialogue, à travers les échanges, pour amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel, en tout cas, syndicat ou confédération, que ce soit à la base ou au sommet, qui puisse dire qu'à elle seule, je parle des confédérations, à elle seule peut infléchir, d'accord, le partenaire qu'est le gouvernement ou le patronat. Donc nous avons besoin d'abord à l'interne de nous mettre ensemble, d'unir nos forces avant d'aller affronter ce partenaire-là, cet adversaire, si je peux parler ainsi. Ça promet ce combat-là? Très prometteur. Alors, à votre niveau, on va dire, ce combat ou cette question qui tient à cœur à la fois responsable et membre de votre syndicat. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que l'unité d'action syndicale revêt une importance capitale. Vous vous battez pour... Oui, nous nous battons pour... si je dois vous donner un exemple d'unité d'action syndicale, c'est ce creuset-là qui regroupe les comités et commissions de jeunes des confédérations et centrales syndicales que nous appelons l'intersyndicale des comités de jeunes des confédérations et centrales syndicales, que j'ai l'honneur de présider, parce que au niveau de chaque confédération, il y a les commissions et comités de jeunes. Donc, cela regroupe les comités de jeunes des 6 confédérations pour le moment, des 6 qui évoluent en unité d'action syndicale. Et nous menons beaucoup d'actions et nos actions vont dans le sens de lobbying et plaidoyer en direction, et non seulement du gouvernement, mais aussi du patronat, pour que les jeunes diplômés sans emploi puissent être recrutés et que l'on organise également à leur intention des formations pouvant leur permettre d'aller à l'auto-emploi. Bon, je ne suis pas en train de dévoiler un secret, mais bientôt à la bout du travail, et c'est un fruit de cette unité d'action-là qui a abouti à la création de l'intersyndicale. Nous allons, sous la bannière de nos confédérations et centrales syndicales, inaugurer un centre qui permet aux jeunes de venir s'enquérir de certaines informations liées au travail ou à l'emploi, et de recevoir des formations ou bien des échanges qui vont leur permettre de s'orienter en ce qui concerne les attitudes ou les aptitudes à avoir pour rechercher et obtenir le travail. Donc, il y a de l'innovation, et je crois que c'est ça aussi le rôle d'une organisation syndicale. Donc, je crois que l'unité d'action syndicale est en marche. Tout n'est pas encore rose. Nous nous efforçons parce que, comme l'a dit le SG de l'UNSTB, aucune confédération centrale syndicale seule ne peut engager des actions pour faire fléchir le gouvernement ou bien le patronat. On a besoin d'être ensemble. Si nous en sommes arrivés à cette situation,
c'est à cause de notre division. Parce que moi, j'ai pu observer, et dans le mouvement syndical, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, mais les combats qu'on a eu à mener, c'est quand on était ensemble qu'on a pu les gagner. Mais toutes les années où la division a gagné nos rangs, nous avons perdu tous les combats. Donc, nous devons, chaque leader syndical doit pouvoir comprendre cela. Parce que ce qu'il faut, c'est de taire les guerres de leadership. Parce que si nous travaillons à nous faire valoir, à nous faire connaître, alors que les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes des travailleurs ne sont pas réglés, ce n'est pas utile. On peut organiser les élections professionnelles ou sociales et X ou Y confédération va occuper la première place, mais quel que soit l'effectif, quel que soit le pourcentage que cette confédération aura obtenu, elle ne pourra pas seule engager un combat et la gagner. Ça doit être clair pour tout le monde. Et par rapport à ça, nous devons aller davantage vers l'unité d'action. Et là, il faut des concessions de part et d'autre. Cela est important parce que lorsque vous acceptez de rester ensemble, vous devez accepter un certain nombre de sacrifices, pas des compromissions, mais il faut que chacun se dise, bon, si je tiens à tout ce que je souhaite, l'unité ne peut pas devenir une réalité. C'est important. J'avais envie de vous relancer, mais ça ferait trop long comme prise de parole pour vous, mais je pense qu'on va y revenir et je pose la question un peu de façon voilée à M. Théophile. Finalement, quand vous, au niveau de l'unité CNHU, quand vous faites le point, l'enjeu, c'est envers vous-même, votre organisation, ou bien le plus gros enjeu, c'est entre vos échanges, vous et l'employeur? Non, bon, en fait, c'est pas un seul syndicat qu'il y a au CNHU. Et ça rejoint un peu ce que... Là encore, vous avez un problème d'unité d'action. Voilà, parce que, comme il a dit, le virus qui nous tue, c'est pas coronavirus. C'est ce qui nous tue dans le syndicalisme aujourd'hui, c'est les ambitions de certaines personnes. Donc, en fait, c'est le leadership. Et tant que nous n'allons pas faire des concessions et faire des sacrifices, comme il a dit, on ne pourra pas résoudre ce problème. Parce qu'il ne servira à rien qu'au moment, dans le même corps, vous défendez la même cause, que tout le monde reconnaît être juste et que les propositions, les voix soient divergentes. Donc c'est très important tant qu'on ne va pas résoudre ça. Et moi, depuis un moment, je commence par dire, dans une maison comme le CNHU par exemple, il ne peut pas avoir plus d'un syndicat. Donc l'idéal, regardez la grande France là, combien de centrales il y a. Mais pourquoi alors, M. Dossou, vous ne faites pas taire votre voix au profit de l'une de l'autre voix? C'est pas sur un plateau de télévision que ça se dit. Mais parfois, nous gardons le silence pour que la parole des autres passe. Sinon, à un moment donné, ça va craquer. Au fait, je les rejoins dans ce qu'ils disent. L'unité syndicale aujourd'hui, il le faut. Mais ça ne veut pas dire qu'une centrale va vendre son nom au profit de l'autre. Mais dans les actions, on doit se sentir être concerné et être ensemble pour un combat donné. Et l'exemple que je donne, lorsque juste à l'arrivée du pouvoir actuel, vous avez compris qu'il y a eu des réformes dans le secteur, dans notre secteur très sensible, c'est ce que nous avions souhaité depuis. Les hôpitaux sont mal gérés, on n'a pas le matériel, tout ça là. Le président de la République, en tout cas, le gouvernement a compris. Quand il a voulu faire ces réformes, il a voulu sortir un document. Mais si on était un ou deux syndicats à combattre ça, ça n'allait pas marcher. Mais le chef de l'État a fini par nous entendre et nous comprendre parce qu'il a compris qu'il y avait une synergie dans ce combat et il était obligé de nous appeler, de nous écouter et ce n'est pas qu'il nous a donné totalement raison pour tout ce que nous demandions, mais il avait divisé quand même la poire en deux et on a compris quand même. Mais ça aurait quand même pu être simple s'il n'y a pas assez d'organisation. Ça c'est ce que je suis en train de dire. Si il y avait pas, parce que c'est très difficile de coordonner 10 syndicats à la fois lorsqu'une bataille s'annonce et quand vous étiez moindre, le contrôle, le management est plus simple. Donc, ce qu'ils disent, c'est parfait. Et on l'a observé dans les centrales. Moi, j'étais affilié à une centrale avant. Mais aujourd'hui, je conçois que la tension baisse à la Bourse du Travail. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Parce que les jeunes ont fini par commencer par prendre les rênes des centrales. Et le leadership dont nous parlons n'est plus tellement vivace pour déchiqueter, déchirer, diviser les gens. C'est vrai que ce n'est pas encore ce que nous voulons. Mais à cette allure, c'est sûr que dans 10 ans, on va comprendre que
lorsqu'on est 5-6 et qu'on défend la même cause, on doit pouvoir s'entendre pour que l'autorité qui est en face nous écoute. Je crois qu'il y a un changement. Monsieur Adjina, je reviens à vous je reviens à vous pour poser cette question. Est-ce que finalement, le plus dur pour les syndicats aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes internes, finalement? Bon, au fait, le plus dur, ce ne sont pas les problèmes internes, mais c'est aussi et surtout la législation sociale qui défavorise les travailleurs. Lorsque je parle de la législation sociale, vous n'êtes pas sûr, vous avez parlé de 2 ans, l'état des lieux dans le monde syndical et depuis 2 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous faites référence aux différentes lois qui ont été votées. Et parlant de loi, nous avons la loi sur l'embauche, qui régit le secteur privé, et la loi portant statut général de la fonction publique qui régit le secteur public, et il y a également la loi qui encadre la grève. Bon, nous avons estimé que le gouvernement n'avait pas besoin d'encadrer de façon aussi rigide la grève, parce que le camarade Théophile Dossou l'a dit tantôt, on a arraché le droit de grève aux agents de santé. Mais notre pays a ratifié des conventions. Lorsque je prends la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par, c'est la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Notre pays l'a ratifié le 12 décembre 1960. Lorsque je prends la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, cette convention a été ratifiée par notre pays le 16 mai 1968. Donc, au vu de ces différentes conventions, on ne saurait arracher le droit de grève à une catégorie de travailleurs. Mais en dehors de ces conventions, il y a également la constitution de notre pays. Est-ce que vous voyez? Donc, le gouvernement est passé d'une extrémité à une autre en arrachant le droit de grève à une catégorie de travailleurs. Et pour ceux qui restent, on a seulement 10 jours. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un contexte difficile qui empêche, parce que, vous voyez, lorsqu'on ne permet pas à un mécontent de manifester son mécontentement, et dans le même temps, on ne prend pas les dispositions, parce que nous avons tous reconnu que le dialogue social est en panne. Vous tapez un enfant et vous l'empêchez de pleurer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une situation vraiment difficile, et ce n'est pas forcément cette façon de faire les choses qui va permettre aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que lorsque vous n'êtes pas à l'aise, lorsque vous avez des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, lorsque vous avez le moral dans les chaussettes, comme on a l'habitude de dire, mais il ne vous est pas possible de mouiller le maillot et de donner le meilleur de vous-même. Donc voilà la situation. C'est vrai que vous ne répondez pas à la question, mais on va y revenir. Je demandais si finalement aussi en tenant compte du contexte actuel, du contexte législatif actuel, le plus dur pour vous, syndicats et centrales syndicales, ce n'est pas finalement l'organisation à l'interne. Je dirais on ne va plus réécrire, on va dire les tests qui régissent le domaine. Depuis 2 ans, c'est fait. Au vu de ça, finalement, c'est quoi le plus gros souci? Je pense que je ne suis pas de votre avis par rapport à la législation. Vous savez, une législation est appelée à évoluer. Et lorsque nous faisons un feedback par rapport à ce qui a conduit, n'est-ce pas, au vote de ces lois, notamment la loi sur l'encadrement du droit de grève, vous constaterez avec moi qu'il n'y a pas une étude. Quel diagnostic a été posé et qui a conduit à cet encadrement? Il n'y en a pas eu. Mais tout a commencé en octobre 2017 avec la grève qui a commencé au niveau du secteur de la justice.
Par la suite, le secteur de la santé également était entré en grève. Et c'est suite à ça, après 2 rencontres, une rencontre avec les agents de santé, une autre rencontre avec ceux de la justice, que le président de la République a pris des engagements, a fait des promesses. Et vers la fin de l'année, on apprend, alors que c'était une autre loi qui était en étude, qu'il y a une proposition de loi pour arracher le droit de grève. Est-ce que la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a rendu une décision pour dire que ces lois sont contraires à la Constitution. Par la suite, on revient pour modifier la loi sur les sites de droit de grève. Une autre Cour constitutionnelle vient pour rétablir cette loi. Vous voyez, dans ce cafouillage, on sent que c'est de la précipitation. Et moi, je dis, le diagnostic a été mal fait. Le diagnostic a été mal fait. Pourquoi? Les gens se sont dit, ils ne font que gréver. Mais lorsque vous avez un problème, à régler, la démarche qu'il faut, c'est de rechercher les causes de ce problème-là. Il ne faut pas s'attaquer aux effets. La grève n'est qu'un effet des problèmes des travailleurs. Et la solution, en réalité, ce n'était pas l'encadrement du droit de grève ou le fait d'arracher le droit de grève. Il faut dialoguer. Ceci a toujours manqué dans notre pays. N'ayons pas honte de le dire. Ceci a toujours manqué dans notre pays et c'est ce qui a toujours conduit à ces grèves. Lorsque les problèmes se posent, il faut pouvoir appeler les gens, discuter avec eux de façon franche et sincère. Et ça, j'insiste là-dessus. De façon franche et sincère. Nous sommes tous fils du Bénin. Personne n'a intérêt à ce que le pays ne se développe. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, des problèmes objectifs, et que vous ne voulez pas écouter les gens, vous ne voulez pas discuter avec les gens font usage de tout ce qu'ils ont comme moyen, que vous ne voulez pas discuter avec eux, et que ce n'est que lorsqu'on recourt à la grève qu'on parvient à vous mettre sur la table, autour de la table de négociation. Mais vous ne pouvez pas, en ce moment, décrier le fait que les syndicats vont en grève. C'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme de dialogue efficace dans notre pays que les syndicats étaient obligés d'aller à la grève tout le temps. Mais on n'a pas voulu faire ce diagnostic. On s'est dit, bon, arrachons-les le droit de grève. Mais comme l'a dit tout à l'heure le camarade Adjina, vous pensez qu'aujourd'hui, que tout le monde est à l'aise dans ce pays? Le malaise est profond. Le malaise est profond et je pense qu'il est même nécessaire d'évaluer la mise en œuvre de ces différentes lois. Et ça, nous sommes revenus là-dessus dans notre cahier de doléances. On prépare aujourd'hui, mais on est en train de préparer aujourd'hui une situation que personne ne peut imaginer. Les gens ont des problèmes, on ne discute pas sur les problèmes, ils sont frustrés. Mais vous imaginez ce que ça peut donner un jour? Ce n'est pas le fait d'arracher le droit de grève, de les empêcher de s'exprimer, de les empêcher de faire recours aux moyens qu'il faut pour s'entendre qui règle le problème. On est en train d'entasser les problèmes, on est en train d'entasser les frustrations. Et un jour, ça peut exploser. Et c'est ça qu'il faut éviter. La question à M. Dossou, c'est finalement aujourd'hui, qu'est-ce que les syndicalistes ou les syndicats, on va dire, perdent avec cette législation que l'on décrit à la fois au niveau de l'UNSTB et au niveau de la COSI Bénin? Non, nous avons perdu énormément. En dehors du droit de grève, oui. En dehors de vous, au niveau de la santé, on ne peut pas nous séparer aujourd'hui de fait qu'on nous a arraché le droit de grève. Parce que c'est un fait qui, qu'on le veuille ou non, joue sur les travailleurs. Bon, en fait, moi j'ai dit une fois sur un plateau de télévision, je ne me rappelle plus où je l'ai dit, j'ai dit, ce n'était pas bien. Mais comme la loi est dure, il faut l'accepter. Parce que vous avez vu, le secrétaire général de l'UNCB a rappelé tout à l'heure, au moment où ça s'est passé, il y a eu un recours, et il y a une cour constitutionnelle qui a dit, c'est pas normal. Nous, on ne peut pas dire qu'on a fêté, mais on était quand même heureux que le droit soit dit. Mais une autre cour a dit, c'est conforme. Et dans une république qui se dit démocratique, vous pouvez être désavantagé dans une décision, vous supposez que ça s'impose à vous. C'est ce que nous avions fini par faire dans le secteur. Et comme ils le disent aussi, je l'ai dit une fois, qu'un agent de santé, je spécifie le cas des agents de santé, mécontent, mais qui vient au boulot pour traiter un patient, c'est comme un soldat à qui on a remis un Kalachnikov
et qui est sur les nerfs. Ça, Il peut avoir une bavure pour Monsieur certains Dossou, moments. Oui. sans la grève, depuis Oui. 2 ans, Oui. il y a eu des réformes. Vous l'avez reconnu, il y a eu des efforts par endroit au niveau de la santé. Oui. Est-ce que avec la grève, on ferait mieux? C'est ça la question. Non, en fait, on vous a déjà répondu sur ce plateau. La grève n'était pas un outil que nous on utilisait volontairement. C'est-à-dire on était obligé de faire recours à la grève. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, le CNHU est très calme. Mais depuis l'avènement du deuxième régime de Kérékou, jusqu'à passer par Yaïbouni, vous avez vu qu'autant de fois nous sommes allés. C'est toujours ce manque de dialogue qui crée ça. Les gens ont 3 points qui vous ont présentés depuis 3 ans ou 1 an. Vous n'en aviez rien dit. Et ça s'accumule parce que les travailleurs ont toujours des problèmes de jour en jour. Aujourd'hui, nous allons parler avec le ministre du Travail. Mais dans 3 mois, on peut avoir d'autres revendications qui s'ajoutent. C'est pourquoi il ne faut pas prendre trop de temps pour décider d'honorer certaines revendications. Donc, c'est quand nous sommes à bout de souffle. Et puisqu'on sait que lorsqu'on garde silence, on n'est jamais écouté, on est obligé d'aller à l'extrême âme. C'était ça, c'était toujours l'obligation, surtout dans des secteurs très sensibles comme la santé. On ne décrète pas une grève pour décréter. Maintenant, ce que nous allons demander au pouvoir, c'est quoi? Voilà que, comment je dit, le vin est tiré. Il faut maintenant faire de sorte que ne soyons pas obligés d'être tristes, d'être mécontents chaque fois qu'on veut. Est-ce que c'est le cas? Même l'enseignant, ici? mais on peut dire que c'est le cas. À votre niveau? Oui, on a toujours déploré, nous. Parce qu'on est sur un plateau, et ce que nous faisons, ça aide même le pouvoir. Avant ce pouvoir, nous avons toujours décrié, par exemple, que les hôpitaux sont mal gérés. Aujourd'hui, le chef de l'État fait un effort pour équiper les hôpitaux et mettre le matériel à disposition. Mais c'est toujours mal utilisé. C'est toujours mal. Et je sais de quoi je parle. Alors, si par moment, on ne dit pas au chef de l'État, parce que les collaborateurs ne disent pas toujours ce qui est. Nous, syndicalistes, on rend toujours service. Si par moment, il n'entend pas, il ne nous entend pas de dire, ah, les gens ont dit que le matériel est toujours mal utilisé. Si le personnel est toujours mal traité. Si on n'a pas l'occasion d'alerter, il aura beau d'ambition pour le pays, mais à des moments donnés, ces ambitions ne vont pas prospérer. C'est le rôle que nous jouons. Donc, lorsqu'on nous affiche nos visages dans la grève, je dis, c'est mal analysé, c'est mal nous connaître. Quand on sort d'une négociation, vous ne verrez jamais les syndicats prendre leur moto et leur véhicule pour s'en aller. On a toujours 2 ou 3 minutes de concertation après avoir discuté avec l'autorité pour faire le point. Et nous y mettons toujours nos sentiments. Si c'est des enseignants, ils vont trouver que depuis 2 semaines qu'ils sont en grève, c'est pas bien pour les enfants. Parce que parmi ces élèves, ils ont aussi leurs propres enfants, ils ont leurs frères. Et quand c'est nous, agents de santé, on a toujours des parents qui viennent. On a peut-être un enfant qui est hospitalisé en ce moment. Donc, on n'a jamais fait méchamment la grève. C'est mal analysé. La question aujourd'hui, c'est quand même, depuis que cette législation est en place, comment est-ce que vous tentez de vous adapter pour ne pas perdre vos combats, vos priorités? Comment est-ce que vous vous adaptez? Quelle arme alors utilisez-vous depuis 2 ans pour tirer quand même bénéfice de ce qui se fait? Bon, avant d'en arriver là, vous me permettez de revenir très rapidement sur l'analyse très pertinente et très intéressante faite par le secrétaire général de l'UNSTB. Vous savez, lorsqu'on parle de négociation, il y a ce qu'on appelle, il y a des principes qui gouvernent les négociations collectives. Il y a ce qu'on appelle le principe de bonne foi et il y a la confiance réciproque. Et dès l'avènement du régime de la rupture, il y a la charte nationale du dialogue social. Cette charte que certains n'ont pas lue et ils ont fait tous les commentaires possibles sans avoir lu le document. Il y a un article qui moi m'intéresse, un alinéa d'un article qui m'intéresse. Et lorsque vous êtes secrétaire général d'une confédération et que vous parcourez toute la charte et que vous voyez que le gouvernement prend des engagements fermes allant dans le sens de la satisfaction des revendications des travailleurs, vous ne pouvez pas ne pas signer. Lorsque vous prenez la charte nationale du dialogue social, en son article 6, 6e alinéa, mais le gouvernement s'est engagé à consulter les organisations syndicales des employeurs, là je parle de patronat, il y a 2 structures de patronat maintenant, et des travailleurs sur tout projet de réforme ou de programme de développement, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Je crois que c'est
très important qu'un gouvernement prenne un engagement du genre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Lorsque vous voulez, parce que le SG l'a dit, mais la grève, c'est l'effet. Il faut rechercher les causes. Est-ce que vous voyez? Si le dialogue est permanent, si on consultait effectivement les organisations des employés, des travailleurs par rapport à tout projet de réforme, programme de développement, mais on aurait trouvé régulièrement de solutions aux problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. On n'aurait pas eu besoin de voter cette loi-là. Parce que moi, j'ai compris que le gouvernement de la rupture est conscient de la force des organisations syndicales, a peur de la grève et a essayé d'arracher le droit de grève, parce que cette restriction, c'est une façon d'arracher le droit de grève. Mais si on le fait, et après l'avoir fait, on essayait de régler les problèmes, de privilégier le dialogue, mais on pouvait comprendre. Mais on le fait et tout est pratiquement en l'état. Le dialogue est improductif, le dialogue est infécond, il n'existe presque pas. Mais dans ces conditions, vous dites quelle arme utilisons-nous désormais? Mais les travailleurs sont là, ils ruminent leur mécontentement, leur colère. Le syndicalisme est mort. Non, le syndicalisme n'est pas mort. Le syndicalisme n'est pas mort. Et j'ai dit tantôt, et le SG de l'UNSTB l'a dit, c'est une sorte de bombe qu'on est en train de préparer. Ce n'est pas notre souhait. Parce que lorsque des gens ont des problèmes qui ne sont pas réglés, ils sont là, ils souffrent, ils ruminent ces problèmes-là, ce n'est pas sûr qu'ils fassent du bon travail dans leurs services respectifs. Ce n'est pas sûr qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et il n'est pas exclu que cela explose un jour. Ce que nous ne souhaiterions finalement, finalement, oui, sans le droit de grève, sans la grève, finalement, il n'y a pas possibilité en réalité d'influencer, on va dire, l'employeur. Il n'y a pas, le syndicalisme n'a pas une autre... Si l'employeur jouait correctement son rôle, on n'aurait pas eu besoin de la grève. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, mon problème, c'est pas la grève, c'est de dire, est-ce qu'en dehors de la grève, les syndicalistes sont désarmés sans la grève? Bon, les syndicalistes non, d'autres armes. Non, il y a d'autres armes. Nous nous organisons. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que nous allons révéler ce que nous sommes en train de faire. Il y a d'autres armes. C'est vrai, on se contente de faire des propositions au gouvernement, de rappeler même au gouvernement la nécessité de convoquer la commission de négociation gouvernement central pour réfléchir sur les problèmes qui se posent aux travailleurs afin de les régler. Mais en dehors de ça, nous nous organisons. Et le SG de l'UNSTB l'a dit, c'est que le mouvement syndical va retrouver ses lettres de noblesse. Et il est important que l'on évalue la mise en œuvre de ces lois, parce que quand vous prenez la loi sur l'embauche, on l'a voté pour permettre aux investisseurs de venir dans notre pays. Mais lorsque vous recrutez quelqu'un et il n'a pas la possibilité d'avoir un contrat à durée indéterminée, quel que soit le temps qu'il aura fait avec vous, et quand vous décidez, qu'il soit du secteur public ou privé, quand vous décidez de résilier son contrat, c'est que le dédommagement, c'est entre 3 mois et 9 mois. Et on l'envoie mourir. Donc, ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Je crois qu'on doit pouvoir évaluer la mise en œuvre de ces lois pour se demander, mais ce que nous avions projeté, les problèmes que nous comptons régler en votant ces lois-là, est-ce que les problèmes sont effectivement réglés? Moi, je trouve que ces problèmes-là ne sont pas du tout réglés. Les travailleurs sont mécontents, et dans un pays qui souhaite décoller, qui souhaite aller vers un développement digne du nom, on ne doit pas empêcher que les gens s'expriment et empêcher également de régler les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Monsieur En agissant ainsi,
on ne peut pas obtenir le développement tant souhaité. Monsieur Afewi, ma question c'est, à votre endroit, cette fois-ci, c'est quand même dire que après cette âme-là, vous avez insisté là-dessus, vous semblez tenir à l'âme, mais après que l'État vous ait repris cette âme-là, quelles sont les autres âmes? Comment vous vous organisez pour toujours vous faire entendre? Comment vous vous adaptez? Votre capacité d'adaptation? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ce n'est pas une question d'adaptation. Nous ne faisions pas la grève 365 jours, ce sont 365 jours. Les autres moyens la grève vient par moment lorsque les problèmes existent et qu'on ne veut pas les régler. Et je pense que le syndicat a plusieurs moyens de lutte. On aimerait en tant que vice les savoir, ces autres âmes-là. Et ça, les gouvernants le savent. Ils le savent d'autant plus qu'ils ne sont pas arrêtés à la loi qui a limité le nombre de jours de grève. Ils ont pris d'autres dispositions à travers d'autres tests pour empêcher, n'est-ce pas, les contestations, les marches et autres à travers l'interdiction de certains attroupements qu'on qualifie d'attroupements non autorisés, alors qu'on n'autorise jamais un attroupement. Lorsque vous voulez vous réunir, que vous demandez, vous informez, on vous empêche de vous réunir. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs moyens de lutte. Mais aujourd'hui, notre préoccupation n'est pas là. Nous connaissons nos moyens de lutte et lorsqu'il s'agira de les utiliser, nous allons en faire usage. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait réellement s'asseoir et analyser un peu les problèmes. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a eu de cafouillage. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'insécurité juridique, en tout cas en ce qui concerne le monde du travail. Il y a des tests, il y a des dispositions qui sont contraires à d'autres dispositions. Il a évoqué tout à l'heure le statut général de la fonction publique. Et dans le statut général de la fonction publique tel que voté, promulgué en 2017, vous constaterez qu'il y a une procédure disciplinaire contre tout agent et que les fautes étaient décrites et les sanctions auxquelles pouvaient conduire ces fautes-là étaient connues. Mais la loi qui est intervenue par la suite et qui a parlé de licenciement au niveau de la fonction publique, cette loi est venue tout désorganiser. On ne sait pas quelle procédure utiliser aujourd'hui pour peut-être sortir un agent de la fonction publique. Est-ce qu'aujourd'hui, un responsable, un supérieur hiérarchique peut se lever et dire à son collaborateur, je te licencie? Mais sans suivre la procédure. Puisque la procédure est dans le test, mais une autre loi est venue pour contrarier cette procédure-là, pour dire que c'est possible de licencier. C'est tout un désordre. Et aujourd'hui, il est nécessaire de s'asseoir et de revoir tous ces tests-là pour mettre en harmonie les différents tests. Sinon, ce qui se passe, c'est anormal. Maintenant, pour ce qui concerne votre question, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs moyens de lutte. Mais nous, à notre niveau, nous nous organisons d'abord à l'interne. Ce n'est pas que nous nous organisons à l'interne et que nous ne faisons rien. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous nous organisons également à l'interne. Mais le problème aujourd'hui, et je pense que cette question doit être posée au gouvernement, c'est de nous dire depuis 2 ans que les différentes lois ont été votées, ont été adoptées, promulguées et sont entrées en vigueur. Qu'est-ce qui a été fait pour satisfaire les revendications des travailleurs? Il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit pas simplement d'empêcher les travailleurs de se manifester, d'exprimer ou bien de poser leurs problèmes. Mais lorsqu'il a dit tout à l'heure, je le dirais d'une autre manière, un enfant qui a faim, vous l'empêchez de pleurer. Vous ne lui donnez non plus de la nourriture. Que voulez-vous? Tout à l'heure, M. Dossou l'a dit, un agent de santé qui a des problèmes, même s'il ne le veut pas, même s'il ne veut pas le faire de façon méchante, mais il a des problèmes auxquels il ne trouve pas de solution. Il n'a pas la tête à son travail. Mais c'est pareil également pour l'enseignant. C'est pareil également pour les travailleurs des autres secteurs. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'empêcher les gens de s'exprimer. Ça produira un effet auquel on ne s'attend pas. Un autre effet auquel on ne s'attend pas. Le problème aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce que nous nous organisons pour régler les problèmes qui se posent. Parce que les problèmes existent et les problèmes sont connus de tout le monde.
Mais on fait aujourd'hui de faire comme si tout est rose, qu'il n'y a aucun problème, ou bien qu'on règle tous les problèmes, alors que les problèmes sont là. Et un jour, comme le disent les gens, quand ça va pourrir, ça va sentir. À vous entendre, il y a comme cette description du partenaire social que vous êtes, qui se résume finalement au conflit avec, on va dire, le patron, le patronat pour les privés et l'État d'un côté. Cette analyse-là, est-ce qu'elle est vraie, ou plutôt cette réception-là, elle est vraie? Le partenariat entre les deux, c'est le conflit toujours? Oui, le conflit. Je n'ai même pas d'argument pour contredire mes vis-à-vis. Et aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de ceux qu'on connaît, il n'est pas rare d'entendre un chef de service, un directeur ou un responsable à n'importe quel niveau de dire à un agent, à un collaborateur, je te fais licencier et ça va nous coûter à peine 9 mois de salaire. Vous entendez ça? Fréquemment. Nous, syndicalistes, les travailleurs viennent dire, parfois on le dit dans nos oreilles. C'est pas bien saillant. Si nous sommes de bons citoyens, des démocrates qui acceptent une loi qui a été promulguée, il faut quand même que l'usage soit quand même modéré envers le personnel. Parce que c'est des citoyens, il s'agit, les travailleurs après tout, c'est des citoyens qui ont des droits. On n'a pas l'emploi pour le perdre d'un jour à l'autre sans qu'on n'ait pas commis une faute grave. Donc, effectivement, comme ils le disent, les deux lois se contredisent, en tout cas les deux textes se contredisent, et il faut vraiment aujourd'hui les réactualiser pour savoir, c'est-à-dire s'il y a telle faute, à quelle sanction on peut Est-ce que ce sont des choses que vous dites au patron, notamment vous au niveau de la santé, au moins vous avez accès au ministre, vous l'avez dit. Est-ce que ce sont des problèmes que vous posez? Est-ce qu'il y a une réception telle que vous aurez voulu? Oui, l'autorité n'a jamais dit non, je ne vous entends pas. On nous a toujours entendu écouter. Mais c'est la suite qu'on donne à des problèmes que les travailleurs posent qui devaient donner satisfaction ou non. Nous, par exemple, au CNJ, nous avons une convention collective. Ce n'est pas le droit du travail qui régit l'employé de l'État, l'agent permanent de l'État qui nous régit. Nous, c'est le CNJ qui nous a recrutés pour 30 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, avec cette loi, on dirait que nos emplois sont devenus plus précaires. La menace est permanente. Et à un moment, on se demande, mais on est quand même dans un État, l'État de notre pays, où on n'est pas allé au Gabon, on n'est pas allé en Côte d'Ivoire travailler. C'est lorsqu'on est étranger, dans là où on travaille, qu'on se sent, on croit que son emploi est trop précaire. Donc, ce qu'ils disent, c'est fondé. Et c'est un débat qu'on ne pourra pas faire en un tour de télévision. Franchement, il vaudrait mieux aujourd'hui que le ministre du Travail, qui est en charge les travailleurs, s'associe à eux pour que le dialogue réouvre ses portes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le cadre institutionnel, comme on le dit. On ne se sent pas du tout en sécurité par rapport à nos emplois. Et c'est bien dommage. Parce que nous contribuons largement à l'assise du pays. Il n'y a pas de développement sans les travailleurs, qu'on soit du privé ou du public. C'est nous qui faisons la richesse. Si la menace est permanente sur nous, franchement, là, l'effort que le gouvernement dit qu'il fait ne serait pas pour le peuple alors. Alors là, vous, en parlant bien évidemment au niveau du SG ou même à votre niveau, vous avez dit les responsables des centrales ont demandé notamment une rencontre de dialogue. Ils l'ont obtenu, n'eût été en tout cas coronavirus, ça se serait déjà peut-être passé. Cela voudra dire quand même qu'à des moments donnés, vos voix sont entendues. Bon, je crois que le dialogue, il se tient. Ce sont les confédérations et centrales syndicales, les 6 qui évoluent en unité d'action syndicale, qui ont écrit pour demander que le gouvernement convoque cette session de négociation. Et si, bon, ils demandaient la rencontre depuis, mais ils ont davantage incité quand ils ont eu l'information selon laquelle le gouvernement a décidé de confier une catégorie d'enseignants à des agences privées. Et vous savez, la rencontre a été reportée, il n'y a pas eu d'échange autour de cette situation et on en était là quand, lors du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2020, le gouvernement a décidé de créer l'ANAPES, cette agence nationale pour les prestations aux établissements secondaires publics, SEVOI. Donc voilà les situations que nous déplorons. Un gouvernement
qui est engagé par une charte nationale du dialogue social dans laquelle il s'engage à consulter les organisations syndicales, des employeurs, des travailleurs sur tout projet de réforme, programme de développement, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Qui agit de la sorte, ce sont des actes qui ne sont pas de nature à rassurer les représentants des travailleurs. Ce sont des actes qui ne sont pas de nature à calmer les tensions. C'est-à-dire, nous avons l'impression que, bon, on se dit, maintenant qu'on vous a déjà arraché le droit de grève, même si nous posons des actes en violation des engagements que nous avons pris nous-mêmes, vous n'êtes pas en mesure de réagir. C'est vrai qu'à ce niveau, le gouvernement aurait pu dire c'est Corona, sinon on aurait peut-être évoqué le sujet. Est-ce que vous avez fait des efforts pour avoir un mécanisme quand même d'inter-échange malgré Corona? Ça, c'est malgré coronavirus, ça c'est la question. Non, mais il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui presse pour qu'on n'attende pas? Parce que il y a d'autres préoccupations. Il y a cette évaluation qui a été organisée à l'intention des contractuels, des enseignants, agents contractuels de la promotion 2008. Est-ce que vous voyez? Vous savez que cette évaluation a suscité beaucoup de remous. Et il y a aussi une décision qui est en train d'être prise. Ce n'est pas encore officiel au niveau du gouvernement, où on décide alors que les enseignants en question qui n'ont pas atteint ou bien qui n'auraient pas atteint le seuil sont des enseignants déjà formés aux frais de l'État. Mais on serait en train de décider de les sortir d'abord des salles de classe, de les envoyer en formation pour 1 an, pour obtenir quoi? Alors que l'engagement qui a été pris, c'est de renforcer leur capacité pendant les périodes de congés. Les sorties des classes pour les former, c'est aussi une formation. Ce n'est pas utile et ce n'est pas cet engagement qui a été pris. Ce sont des enseignants et ce n'est pas au détour d'une évaluation écrite. Parce que l'enseignement, c'est un tout. Lorsque vous venez voir un enseignant en situation de classe, vous avez la possibilité d'évaluer sa capacité intellectuelle et ses aptitudes pédagogiques. Mais à travers une évaluation écrite, on déclare que les enseignants ne sont pas compétents. Ce n'est pas vrai. Et on n'a pas besoin parce que par qui va-t-on les remplacer? Ce n'est pas... C'est vrai que vous l'avez dit, c'est pas encore une voilà les raisons pour lesquelles les confédérations centrales syndicales souhaitent rencontrer le gouvernement pour qu'on échange, et par rapport à tous les autres secteurs aussi, la santé, le secteur informel, les autres travailleurs du privé et du public. Est-ce que vous voyez? Mais l'occasion n'a pas été offerte aux représentants des travailleurs. Est-ce que vous voyez? Mais on s'est empressé pour prendre des décisions alors qu'on a pris un engagement qui se retrouve dans la charte. Ce n'est pas intéressant. Alors, il y a cette question. Vous demandez, M. Férissi, finalement, vous êtes nostalgique de ce temps où il y avait encore possibilité de faire la grève. Est-ce que concrètement, il y a eu des choses qu'avec la grève, vous aurez pu empêcher ou bien vous aurez pu arranger depuis 2 ans? Non, je pense que il ne s'agit pas de nostalgie parce que aujourd'hui, j'en ai eu l'impression. Aujourd'hui, le droit de grève n'est pas totalement arraché à tous les secteurs. Même si c'est 10 jours, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit se dire, mais s'il arrivait un jour qu'un syndicat déclenche une grève pour une journée, la grève aujourd'hui a un caractère symbolique. Et je pense que par rapport à ça, ce n'est jusque-là pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que jusque-là, nous n'avons pas jugé utile d'aller à cet extrême-là. Tout va bien alors? C'est pas que tout va bien. Mais nous avons pensé, et c'est toujours ça dans tous les pays du monde, que l'arme la plus efficace pour régler le problème, c'est le dialogue. Et nous avons l'impression que nos dirigeants n'ont pas encore compris. Nous avons l'impression que nos dirigeants n'ont pas encore compris. Et c'est pour cela que nous les appelons toujours à ce dialogue-là. Parlant de la disposition de l'article 6 de la Charte nationale du dialogue social dont il a parlé, effectivement, cette disposition n'a jamais été mise en œuvre. Et pourtant, c'est une disposition qui permettrait de régler les problèmes avant même leur naissance.
Mais lorsque le gouvernement veut mettre en place une réforme dans le secteur éducatif, concernant le recrutement des enseignants, concernant la manière de gérer les écoles, pourquoi ne pas discuter avec les représentants des travailleurs de ce secteur-là pour leur dire, voici ce que nous voulons faire. Nous voulons avoir vos observations. Parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas là pour empêcher le gouvernement d'œuvrer pour ces réformes. Mais nous sommes là également pour appeler l'attention du gouvernement sur des failles qui peuvent exister dans ces réformes-là. Parce que ceux-là sont du secteur, ils vivent de ça. Ils comprennent ça mieux que tout le monde, toute autre personne. Donc ce qui est recherché en réalité, ce n'est pas d'empêcher les gens d'évoluer. Mais on veut quand même que les intéressés, ceux qui sont impactés par ces réformes-là, puissent